Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi soir. J'ai pas du tout eu le temps de vous prendre hier parce que jeudi dernier, c'était mon anniversaire. Et mon mari a fait venir ma meilleure amie qui habite aux Pays-Bas pour passer le week-end chez nous. Donc du coup, week-end chargé, j'ai passé du temps avec elle, j'ai profité. Vendredi soir, barbecue surprise avec tous nos amis. C'était super chouette. Samedi, il y avait la garden party Charleston dont je vais vous parler là cette semaine quand j'aurai un peu plus le temps. C'était génial. J'ai retrouvé Aurélie. Et puis, les auteurs Charleston, les équipes Charleston, c'était vraiment super chouette. On en parlera, mais en tout cas, vous avez vu les petits rushs juste avant. Petit point de lecture, vite fait. Je suis encore et toujours dans cette lecture. C'est La République du Dragon de R.F. Kuang, que j'aime beaucoup. Il me reste à peu près 130 pages. J'aime beaucoup. Ça fait une semaine que je suis dessus. J'ai juste pas eu le temps avec la semaine chargée que j'ai eue de mon anniversaire, etc. Mais voilà, je devrais la finir entre aujourd'hui et demain. Et c'est une très bonne lecture. Ça m'embête de l'avoir laissé traîner dans le temps comme ça parce que du coup, je perds un petit peu de l'excitation de l'histoire et de la lecture. Mais vraiment, c'est vraiment très très top. Donc ça fait suite au tome 1 qui est La guerre du pavot, qui était un énorme coup de cœur pour moi. Je pense qu'on ne sera pas sur un coup de cœur cette fois-ci parce que tout simplement je pense qu'il m'a manqué l'attachement au personnage que j'avais eu dans le tome 1. C'est vrai qu'on est très concentré sur la guerre, les déplacements militaires et les stratégies militaires, ce qui est top, mais il m'a manqué un petit quelque chose quand même pour vraiment avoir un coup de cœur. Après, c'est une excellente lecture, ce sera, j'ai pas encore lu la fin, mais je pense qu'on sera sur au moins un 4 étoiles sur 5, ce qui est déjà très très bien. Voilà, il est juste pour moi en tout cas pas à la hauteur du tome 1 par rapport principalement à l'attachement au niveau des personnages. J'ai juste préféré celui-ci au niveau des stratégies militaires qui étaient hyper intéressantes, et je confirme ce que j'avais dit pour le tome 1. On est vraiment sur de la fantasy adulte, fantasy militaire, fantasy adulte. C'est pas du tout du young adulte ou new adulte. On est vraiment sur de la fantasy adulte, j'insiste. Il y a plein de trigger warning, d'ailleurs je ne sais pas. Voilà, la liste des trigger warning, elle est là. Donc c'est quand même, elle est quand même assez extensive, et c'est nécessaire parce que il y a plein de choses qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs, et bien qu'on soit sur une fantaisie adulte et que donc du coup on est peut-être un peu plus conscient de ce qu'on lit, je trouve que là pour le coup c'est indispensable. Moi personnellement j'ai pas été heurtée par quoi que ce soit. Après je suis pas une âme sensible, en tout cas dans les lectures. Dans les vidéos et tout ça c'est autre chose, mais dans les lectures j'ai l'impression que mon cerveau me préserve. Donc voilà, tout simplement je pense que c'est très très important de lire ces trigger warnings. Vraiment je passe un très bon moment dans cette lecture. Il me tarde quand même de la finir parce que voilà, des gros pavés comme ça qui s'étirent sur trop longtemps, surtout quand ils sont aussi complexes que celui-ci, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont complexes ici, notamment comme je disais les stratégies militaires, les prénoms, il y a beaucoup de personnages, tout ça, mais très intéressant, très très intéressant. Ça me confirme vraiment que j'aime la fantaisie adulte et que voilà, tout ce qui est young adulte, maintenant je comprends pourquoi ça m'intéresse un peu moins. Et voilà, sur ce, je vous retrouverai là dans la semaine pour déjà faire un point sur les sorties Charleston de la semaine dernière que je ne vous ai pas fait, et peut-être sur celles de cette semaine aussi si je les ai reçues entre temps. Pour l'instant c'est pas le cas. On fera un point sur les sorties Charleston et sur mes avis dessus. On aura l'avis de La République du Dragon, et on aura aussi, enfin vous aurez l'avis sur ma lecture audio, ma deuxième lecture audio du mois, qui est le carnet de Lady Rebecca. J'ai bientôt fini, il me restait une demi-heure d'écoute. On passera ensuite là-dessus, et après je me replierai sur les ENC Charleston parce que j'en ai quelques-unes à lire. Ce serait bien que j'en lise, ainsi que pour le jury du Grand Prix du romanesque. Et puis voilà, sur ce, je commence à ne plus avoir beaucoup de lumière. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve, je pense, demain, sinon au pire mercredi, pour parler de tout ça.
Voilà, bonne soirée à vous. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi. Désolée, j'ai pas pu vous prendre avant. Je viens vous parler dans un premier temps des 2 lectures que j'ai terminées. Donc ma lecture audio qui est Le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley aux éditions Charleston, et de ma lecture papier que j'ai mis une semaine à lire. Franchement, c'est un scandale, mais j'ai pas eu le temps de lire. Je lisais par petits bouts de 50 pages à chaque fois, sachant que le roman fait plus de 750 pages. J'ai mis un temps fou à le lire. Je parle donc de La République du Dragon de R.F. Kuang, publié chez De Saxus. C'était une pépite, c'est un tome 2. Le premier tome, c'était La guerre du pavot, je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais j'ai vraiment apprécié cette lecture, c'était très chouette. C'était encore plus rythmé que le premier, alors que je trouvais que le premier tome était déjà très rythmé, et c'est ce que j'avais notamment adoré. Ici, on est encore comme lors du tome 1 dans une fantaisie militaire. Donc, il y a beaucoup de stratégie, on parle beaucoup de tactique politique, voilà, de régime, de pouvoir. Et puis forcément, il y a des coups bas, il y a des dieux. Je vais vous faire un petit résumé, mais inévitablement, ça va spoiler un petit peu le tome 1, puisqu'on continue à suivre Rin, qui était déjà notre personnage principal dans le premier tome. Rin, elle entrait et elle était à l'académie de Cinegard jusqu'à ce que la 3e guerre du pavot commence. Et là, je vais commencer à spoiler un petit peu. Donc, si vous n'avez pas lu le premier tome, passez. En fait, je suis obligée de spoiler un petit peu parce que sinon, je peux tout simplement pas vous parler de ce 2e tome. Donc, dans le premier tome, la 3e guerre du pavot a lieu. Ici, on sait du coup qu'elle a été remportée, si vous avez lu le premier tome. Et Rin, elle est complètement anéantie par ce qu'elle a fait durant la première guerre du pavot, et elle a développé donc une addiction à l'opium, puisque c'est comme ça qu'elle va mettre sous silence, on va dire, la voix du dieu qui est à l'intérieur d'elle, puisqu'elle peut faire appel à un dieu du feu, et donc le phénix, qui est juste là d'ailleurs. Elle a des pouvoirs en rapport avec le feu, elle peut matérialiser le feu, mais même si elle le contrôle pas très bien. Pour assouvir sa vengeance, elle n'a plus qu'un objectif, tuer l'impératrice. Donc ça, c'est pareil, c'est en rapport avec le tome 1. Je vous en parle pas en détail. Elle va trouver un allié qui n'est autre que le chef de guerre Dragon, qui désire fonder la première république du Nikan. Très vite, les alliés d'hier deviennent les ennemis de demain et la guerre civile éclate. Donc on se retrouve encore avec une guerre ici, alors qu'on vient de finir une guerre du pavot qui est l'équivalent d'une guerre nationale. Rin doit maintenant se battre contre la milice pour tenter d'instaurer un nouveau régime qui semble la dépasser. Et pourquoi combat-elle vraiment? J'ai essayé de pas trop spoiler, mais voilà, j'ai été obligée pour vous parler un petit peu de ce tome 2. Je vais m'en tenir au résumé. Mais voilà, ça bouge beaucoup. Rin est toujours aussi insupportable, je dirais. Personnellement, je ne suis pas très fan, mais après, je pense pas qu'elle soit faite pour être appréciée. Elle est quand même très énervante, hein. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage, mais voilà, c'est un personnage qu'on prend, mine de rien, plaisir à suivre, parce que on a envie en fait que ça aille mieux, on a envie qu'elle contrôle ses pulsions, qu'elle contrôle ses pouvoirs, son dieu. Mine de rien, elle a beau être agaçante, moi j'avais envie d'être de son côté, et j'avais envie qu'elle aille mieux et qu'elle arrive à se contrôler. Bref, j'ai passé un très bon moment dans cette lecture. Malheureusement, je pense que le fait que j'ai pas eu le temps, malheureusement, la lecture est passée un peu à la trappe, mais c'est ok, c'est pas grave. Je me mets pas la pression là-dessus du tout, mais je pense que effectivement d'avoir lu ce livre de manière aussi fragmentée, ça a un peu joué sur mon appréciation générale du livre. Je pense que si je l'avais lu normalement, comme je lis mes livres, les autres livres le reste de l'année, je pense que ce serait mieux passé. Mais bref, j'ai quand même passé un très bon moment dans cette lecture, et il me tarde que le tome 3 sorte. Alors si on suit la logique de Saxus, il devrait sortir là en novembre, il me semble. Si c'est le cas, de toute façon, je me procurerai le tome 3, parce que voilà, je veux connaître le fin mot de l'histoire, et j'aime beaucoup ce monde, et j'aime beaucoup l'écriture de R.F. Kuang aussi, donc voilà. On va parler du carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley chez Charleston. J'ai passé un très bon moment dans cette lecture. J'aime tellement cette couverture, je la trouve magnifique. Je suis beaucoup moins fan de la couverture poche, très sincèrement. C'était mon 2e Felicia Kingsley que je lisais
puisque j'ai lu une ENC dans le cadre des lectrices Charleston qui sort en septembre, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Amour, Chianti et Tutti Quanti. J'ai bien aimé, après c'était pas incroyable, c'était je dirais une comédie romantique slash une romance mignonne, voilà. C'était sympa, mais voilà, pour moi ça casse pas trois pattes à un canard. Vous savez, je pense maintenant que je suis pas fan de romance de manière générale, donc que ce soit sous forme de comédie romantique, de romance, de romantaisie, peu importe les genres et sous-genres de la romance. C'est pas ce que j'aime, c'est pas là où je m'amuse le plus et c'est ok, voilà, c'est tout simplement... c'est comme ça, les goûts et les couleurs. Donc, du coup, le carnet de Lady Rebecca, là, on est plutôt sur un mélange de une romance historique avec des pointes de comédie quand même. Hein, donc, je sais pas, j'hésite avec une comédie romantique historique. Voilà, je saurais pas trop comment mettre le label, mais disons plutôt une romance historique légère, voilà. C'était sympa, j'ai passé un bon moment, la narratrice à l'audio était géniale, franchement, elle m'a permis de passer un super moment. Alors, il y avait juste une voix, la voix d'un personnage, celle que personne n'aime trop, je pense, la méchante dans l'histoire. J'ai trouvé sa voix, la voix que la narratrice faisait, hyper énervante. Et en dehors de ça, voilà, j'ai passé un super moment en audio dans cette lecture grâce à la narratrice, très franchement. Donc là, on va suivre Rebecca Sheridan. Rebecca, c'est donc de nos jours, Rebecca, c'est une jeune fille qui est très considérée comme vintage, même elle-même, elle aime se considérer comme telle, parce que elle aime tout ce qui est et tout ce qui touche à la Régence. Elle est passionnée par cette période, elle est passionnée par les vêtements, les étiquettes de l'époque. Une vraie passion pour elle. Elle est étudiante en égyptologie et son rêve est de devenir conservatrice de musée. Elle déteste l'époque à laquelle elle vit. Un jour, alors qu'elle assiste à un espèce d'événement des amateurs de la Régence qui s'appelle Regency Revival, elle se retrouve projetée en 1816, dans le Londres du 1816. Donc elle fait un voyage dans le temps et elle se retrouve non plus Rebecca Sheridan, mais Lady Rebecca, jeune aristocrate qui se prépare à faire ses débuts dans la haute société. Désormais, ses journées sont rythmées par les thés mondains, les bals somptueux et les promenades à Hyde Park au bras de ses nombreux prétendants. Mais alors que Rebecca aspire à rencontrer son monsieur Darcy, c'est l'homme le moins recommandable de Londres qui s'intéresse à elle, Ridland Knox. Entre complots, scandales et secrets, Rebecca va découvrir un monde plein de surprises et de dangers où les apparences sont souvent trompeuses. Eh ben, c'était vraiment hyper agréable. C'était rigolo, c'était léger et en même temps plein de belles notions historiques. Moi, j'aime beaucoup aussi la période de la Régence. Donc, si vous aimez Bridgerton, si vous aimez un petit peu Outlander, je pense que c'est totalement quelque chose qui pourrait vous plaire, évidemment, si vous aimez la romance, parce que là, il y en a pas mal. Alors, moi, ça m'a pas déplu. Pourtant, vous le savez, j'aime pas la romance. Ça m'a pas déplu dans le sens où, malgré le fait que ça reste une comédie romantique et romance historique, on est quand même beaucoup sur, entre guillemets, la problématique que, voilà, Rebecca, elle est coincée en 1816. Elle a voyagé là-bas, on sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, va falloir qu'elle retourne un petit peu, ou pas, d'ailleurs, dans son époque actuelle, enfin, à l'heure d'aujourd'hui. À un moment donné, elle va se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner à mon époque alors que je la déteste? Je vous dis pas ce qui se passe à la fin, il vous faudra lire le livre pour découvrir ce que va faire Rebecca. En attendant, c'est hyper rigolo, moi j'ai vraiment passé un super moment. Il y a plein de petites choses qui sont vachement rigolote parce qu'il y a des anachronismes volontaires puisque Rebecca, on va dire qu'elle arrive avec son sac à main en 1816, sauf que dans son sac à main, on va trouver des tampons, on va trouver son téléphone portable qui d'ailleurs ne fonctionne plus, il n'y a plus de réseau, mais les gens vont se demander mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début, elle croit à une blague. Bref, c'est vraiment chouette comment c'est fait et voilà, elle va se confronter malgré le fait qu'elle adore l'époque de la Régence. Elle va être confrontée à des choses qui finalement sont pas si géniales que ça. À la Régence, notamment les tampons, à l'époque, ils mettaient des couches et des couches de couches quand les femmes avaient leurs règles. Pour communiquer, le téléphone portable ne fonctionnait pas, donc on a cette facilité
qu'il n'y avait pas à l'époque à laquelle elle va devoir s'adapter. Elle est dans son monde à elle, elle est étudiante en égyptologie et elle travaille dans une bibliothèque. Là, elle n'a rien à faire de ses journées. Elle est aristocrate, elle se tourne les pouces. Disons qu'elle a rien, elle n'a pas besoin d'aller au boulot, elle n'a pas besoin de se lever le matin. Bref, c'est assez drôle. Et puis évidemment, comme dans tout voyage dans le temps, il va falloir faire attention à ne pas dérégler la chronologie pour ne pas qu'elle ait de répercussions sur son année dans le futur, quoi. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Donc elle n'a pas le droit de se faire tuer, évidemment. Elle n'a pas le droit de tomber amoureuse. Elle n'a pas le droit de... Enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est quand même sympa. Bref, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a fait sourire plus d'une fois. C'est une écriture qui est très sympa. C'est quand même assez original dans le sens où c'est pas juste... un voyage dans le temps pour faire un roman historique. Là, on est sur un voyage dans le temps pour plein d'autres choses. Et voilà, moi, j'ai passé un très bon moment. Alors, on est loin du coup de cœur, hein, il m'a manqué plein de choses, mais très, très agréable. Je suis contente de l'avoir lu. Ça m'a un petit peu réconciliée avec Felicia Kingsley parce que j'avoue que l'ENC que j'ai lu, donc qui sortira en septembre, m'a pas énormément plu. Alors j'ai passé un bon moment. C'était vraiment pas le type de lecture qui me plaît. Par contre celui-ci, ouais, j'ai quand même passé un très bon moment et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà pour ça, je vais aller au travail et je vous reprendrai pour vous parler des sorties Charleston de la semaine dernière. Bonne journée et je vous reprends bientôt pour les sorties Charleston. Hello, me revoilà, on va parler des sorties Charleston de la semaine dernière. Donc ce ne sont que des romans qui sont sortis le 21 mai dernier. On va commencer par celui-ci, La sirène des Cornouailles de Linda Vilgus. C'était un roman que j'ai moyennement aimé, c'était sympa, mais très sincèrement sans plus. On est dans les Cornouailles en 1800, on a une jeune femme qui est veuve, qui vient de perdre son mari, et qui du coup a envie de s'éloigner de l'aristocratie de laquelle elle fait partie pour un petit peu se ressourcer et faire un retour aux sources plutôt. Et elle va se rendre dans un village battu par les vents où on murmure qu'elle serait la fille d'un esprit marin parce qu'elle a été retrouvée tout simplement là quand elle était enfant. Comme rejetée par l'océan. Assez mystique, on va dire. Et un jour, sa petite tranquillité va être dérangée par un homme qui arrive blessé et qui réquisitionne son petit cottage pour voilà, sa convalescence tout simplement. Et il s'avère que cet homme est un contrebandier, un pirate. Et tout simplement, en décidant de l'aider, elle va, disons, se mettre en porte-à-faux avec un officier des douanes. Elle va se mettre en danger, évidemment. Mais tout un tas d'aventures vont se passer. On va avoir aussi un petit peu cette histoire de légende et de mythes maritimes. Fait partie de son histoire à elle. Et puis, on est sur une romance historique qui est agréable, qui prend de la place. C'est une vraie romance. Après, voilà, c'est une romance dans l'univers un petit peu, pour grossir un petit peu la chose, dans l'univers un petit peu pirate des Caraïbes. Et voilà, ce contrebandier, on s'y attache mine de rien et leur relation à eux est très chouette. C'était sympa, ça se différencie un petit peu des romans historiques, pas parce que simplement on a un petit peu cette histoire voilà, un peu mystique de légende, etc. Et puis cette romance historique, elle est quand même très bien faite. Ensuite, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur. Je pense que vous l'avez sûrement vu sur mon compte, puisque j'ai déjà posté ma chronique. On va parler d'Iphigénie de Benjamin Carteret. Que dire ? J'ai rencontré en plus l'auteur à la garden party de Charleston. Il m'avait écrit, donc il m'a fait une petite dédicace, il m'a écrit « Chère Camille, voici enfin Iphigénie, la femme emportée par le vent. Merci pour votre soutien, amitié Benjamin. » J'ai passé un trop bon moment dans cette lecture. Je vais vous lire mon petit avis qui est à la fin. J'ai noté « Coup de cœur évident pour ce roman, pour le personnage d'Iphigénie et pour la plume de Benjamin Carteret. Un mythe réécrit avec goût, dans le plus grand respect de la mythologie grecque, portée par une plume d'une justesse éblouissante, à mettre entre toutes les mains. » Et je maintiens clairement ce que j'ai dit. À la seconde où j'ai terminé ce livre, j'ai été sur Vinted pour trouver Perséphone, donc son premier roman.
paru chez Charleston également, et dont j'ai peint les tranches à la garden party puisque j'ai fait l'atelier jaspage. Je vais vous le sortir quand même pour vous montrer parce que j'en suis pas peu fière. Donc voilà, Perséphone, tranche noire, tada! Bon, le noir est un petit peu parti à certains endroits, d'ailleurs si on le met comme ça, on voit bien les différentes couleurs que j'ai fait, mais voilà, comme ça rend pas trop mal. D'ailleurs, on voit un petit peu le doré que j'ai fait sur les feuilles. Benjamin était super fier, il a adoré le jaspage. Il m'a écrit: pour Camille, je te présente Perséphone, sa passion, son feu. Belle découverte dans l'Hadès. J'ai pas envie de le lire maintenant en papier parce que j'ai peur d'abîmer le jaspage. Donc je vais le garder comme ça et je pense que je me le prendrai en e-book pour le lire. Mais j'ai tellement aimé sa plume en découvrant Iphigénie du coup qu'il me fallait absolument Perséphone. Surtout que j'en avais déjà entendu beaucoup de bien et que j'adore la mythologie grecque. Du coup, Iphigénie, c'est un personnage, c'est un mythe. Donc elle est la fille du roi Agamemnon et on sait de par la mythologie grecque, on connaît le début de son histoire, la fin de son histoire, mais il y a un gros blanc dans le milieu de son histoire. Et donc Benjamin Carteret va venir imaginer ce qui s'est passé entre ce qu'on sait au début et ce qu'on sait à la fin. Donc Iphigénie va être offerte en sacrifice aux dieux par son propre père, qui met toutes les chances de son côté pour gagner la guerre de Troie. Elle est sauvée pendant le sacrifice in extremis par la déesse Artémis, j'allais dire Athéna, mais c'est Artémis, et elle s'enfuit du coup loin des siens. Et c'est là que commence une réelle odyssée à travers la Méditerranée et l'Asie déchirée, guidée par les vents. Elle découvre les secrets monstrueux de sa famille et part à la rencontre des personnages mythiques et de peuples disparus. Descendre de Troie aux terres sauvages des steppes, Iphigénie devient une guerrière redoutable et prépare sa vengeance. Si ce résumé ne vous donne pas envie, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous donner envie. Il n'y a pas forcément besoin, en tout cas selon moi, d'être calé en mythologie grecque. Après, effectivement, ça aide. Moi, j'adore la mythologie grecque. C'est-à-dire que tous les personnages qu'elle va rencontrer, moi, je savais, alors peut-être pas tous, mais à peu près, je savais à qui j'avais affaire. Et franchement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement... Il y a une petite carte, voilà, de la Grèce antique pour un petit peu s'y retrouver. Ah, mais j'avais pas fait gaffe. Je suis aussi sur le petit marque-page. Juste là. C'est incroyable. J'ai tellement aimé ce roman. Je sais pas trop quoi vous dire à part... en fait, lancez-vous, essayez et vous verrez. C'est une très belle histoire. C'est une histoire pleine d'espoir avec une femme forte qui est aidée par d'autres femmes et pas que, mais... voilà, c'est un roman extrêmement intéressant qui est tiré d'un mythe tout aussi intéressant et passionnant, qui parle d'une jeune femme tout aussi passionnante au destin absolument tragique. Et voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Iphigénie, je pense que ce roman de Benjamin Carteret est totalement une bonne manière de commencer à découvrir ce mythe. C'est très romanesque et voilà, c'est hyper accessible, en tout cas selon moi. Et ça fait une bonne introduction à la mythologie grecque et je pense que ça c'est important parce que c'est ultra passionnant. Ensuite, on va parler des poches. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé, c'est J'aimerais quand même te dire de Charlie Watt, paru du coup chez Charleston Poche. Je sais pas trop quoi vous dire à part que c'est... une romance un peu feel good. Alors, on parle de sujets très sérieux et voilà. Après, la couverture est absolument magnifique. Ça, je ne lui enlève pas du tout parce que je crois que c'est ma préférée. Non, c'est ma seconde préférée dans les 3 poches que je vais vous montrer. La couverture est vraiment très belle. Mais voilà, c'est effectivement, c'est une très belle plume. Je ne connaissais pas Charlie Watt. C'est une belle plume, mais... je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu trop superficiel. Alors oui, on parle de plein de choses très importantes, notamment du deuil, de la force de l'amitié et la nécessité de réapprendre à vivre. Oui, on parle de tout ça, mais en fait je trouve que c'est posé là. C'est la sensation que j'ai eue. Attention, la majorité des lectrices Charleston ont adoré ce roman. Je vous donne juste mon avis. Moi, pour moi, j'avais l'impression que c'était posé là. Ça n'a pas été forcément développé, ou en tout cas pas autant que j'aime. Il m'a vraiment manqué quelque chose. Il m'a manqué beaucoup même, je vais pas vous mentir. Et même si ça s'est bien lu et que j'ai pas passé un mauvais moment dans cette lecture, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'est juste pas pour moi, clairement.
Du coup, on fait la connaissance de Michael, qui est une star internationale de la pop et qui a disparu des radars depuis la mort accidentelle de sa petite amie Marilyn, dont il n'arrive pas du tout à se remettre, d'où le fait qu'il ait disparu de la circulation. Un soir, en cherchant un peu de sa présence dans ses affaires, il tombe sur un billet d'avion, un aller-retour à son nom, à elle, pour Nice. Le poison du doute s'immisce en lui, et si Marilyn n'était pas celle qu'il pensait? Fou de douleur et d'incompréhension, il n'a plus qu'une idée en tête, découvrir son secret. De New York jusqu'aux falaises venteuses d'Écosse, en passant par les plages canoises, Michael entreprend un voyage aussi intime qu'imprévisible qui va lui offrir bien plus que ce qu'il n'imaginait. La majeure partie des lectrices Charleston a aimé cette lecture. C'est vraiment moi, ça m'a pas correspondu et c'est ok. Deuxième poche, on va parler de Sur le chemin des papillons de Sandra Martineau, donc toujours chez Charleston Poche. La couverture est très sympa, colorée, ça fait très printemps. Je connaissais pas du tout cette autrice, même de nom. Alors là, j'ai passé un très très bon moment. On va faire la connaissance des enfants d'une famille, ils sont 3, et leur maman. On va les déposer sans plus ni moins, en leur disant voilà, vous allez passer 2 semaines chez votre grand-père. Les enfants débarquent chez lui à l'improviste, puisque la maman et son père, du coup le grand-père, ne se parlent plus pour une raison qu'on ne connaît pas au début du livre et que je ne vais pas vous dévoiler. Donc voilà, il dépose ses enfants chez lui à l'improviste. Lui, il est veuf, retraité de l'armée, et il coule une vie paisible et solitaire dans un petit village de la Sarthe qui s'appelle Maintenant. Il va se retrouver avec 3 gosses dont il ne connaît pas grand-chose finalement. Sur le dos, la cohabitation va être difficile puisque lui, il vit complètement à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il n'y a même pas de réseau chez lui. Donc les ados, il y a 2 ados et un gamin un peu plus jeune. Les ados, c'est l'enfer pour eux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ils sont loin du village. Il faut prendre un vélo, c'est la campagne. Enfin, pour eux, c'est l'horreur. Ils sont venus pour passer 2 semaines chez leur grand-père. Ils vont faire la connaissance des villageois de Maintenant, petit à petit, durant leur séjour. Et franchement, c'est génial. Le grand-père qui est hyper bougon, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé chacun des enfants pour leurs propres raisons à chacun. Franchement, c'est un roman qui est ultra lumineux, qui est en même temps rythmé. Choc des générations, secret de famille, rencontre inattendue. Voilà, c'est ce qu'on nous dit en 4e de couverture et c'est totalement le cas. Et voilà, c'est une ode à l'amitié, une ode à la famille. C'est très très beau. J'ai adoré ce roman et je serais ravie de découvrir d'autres de l'autrice. Et pour finir, on va parler de celui que j'ai préféré. Ce roman, il est incroyable. Il s'agit de Comme un cœur posé sur la mer de Gabrielle Blanchou, toujours chez Charleston Poche. Franchement, j'ai passé un moment incroyable dans cette lecture. Je vais vous lire l'avis de En pleine lecture. J'ai adoré suivre notre héroïne jusqu'à l'île de Groix. J'ai vraiment eu la sensation de me retrouver en Bretagne grâce aux descriptions qui nous immergent complètement. Je vous lis aussi l'avis de Maëva, les lectures du Petit Poussin, qui nous dit « Malgré ce qu'elle a subi, Hannah est une femme forte et courageuse. Elle m'a plu et touchée dès les premières pages. » Ça résume un petit peu ce que je ressens moi-même. Donc ici, on va faire la connaissance de Hannah ou Anna, qui a été licenciée de son boulot et qui voit sa vie complètement s'écrouler. Elle va décider, en tombant sur une petite annonce pour un boulot de libraire sur l'île de Groix, de tout quitter, toute sa vie parisienne, et de quitter son conjoint qui est violent avec elle. Donc c'est le gros sujet très lourd de ce roman, très lourd, très important aussi. Donc elle quitte tout pour aller sur l'île de Groix, près de ses chaleureux habitants, puisque là c'est pareil, on va rencontrer tout plein d'habitants différents. On s'y attache ultra facilement, ils sont hauts en couleur, ils sont tous très différents. Et j'ai envie de dire, ils sont un petit peu clichés et c'est ça qui les rend aussi attachants. Enfin, moi, je les ai adorés. Et donc voilà, on nous dit à la fin, la menace de son passé plane toujours. Vous vous doutez bien que cette histoire de violence n'a pas été juste laissée au début du roman et qu'on n'en entend plus parler. Non, c'est pas le cas. Comme je vous l'ai lu de la part d'une lectrice Charleston, effectivement, les descriptions, elles sont hyper immersives. Elles sont pas trop longues, elles sont vraiment
hyper agréable. Moi, j'ai passé un trop bon moment. Et pour tout vous dire, c'est un roman qui fait un peu plus de 200 pages, je crois. Attends. Ouais, 210 pages. Et très sincèrement, j'aurais même adoré avoir quelques chapitres de plus, avoir un petit peu plus de détails sur la fin. Même si on la comprend, la fin, et c'est un peu un feel-good, je dirais. C'est un contemporain un petit peu feel-good. Mais je dirais que la fin, j'aurais aimé qu'elle soit encore plus détaillée. J'avais envie d'en savoir encore plus. J'avais envie que le livre ne s'arrête pas tout de suite. Ça a été un petit peu la frustration de ce roman, mais c'est vraiment vous dire à quel point je l'ai adoré. Voilà ma couverture préférée des 3 poches que je vous ai présentées. Elle est magnifique. Ma chronique est déjà en ligne sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir ça. J'ai fait le tour sur les sorties de la semaine. Il y en a une qui sort demain. C'est le dernier Heather Morris, donc l'autrice du tatoueur d'Auschwitz. Ça n'a rien à voir avec d'ailleurs tout ce qui est Auschwitz et cette saga-là qu'elle a fait sur les personnes d'Auschwitz, le tatoueur, les sœurs et le voyage de Silka, ça n'a rien à voir, bien au contraire. On est sur complètement autre chose, c'est époque contemporaine, genre ici, maintenant. Et il me tarde de recevoir ce livre parce que ça a été un livre très émouvant pour tout le monde. Dans les lectrices Charleston, on a toutes adoré ce livre. Sur ce, je dois retourner travailler. Ma pause de ce midi est terminée, mais en tout cas, on se retrouve très rapidement, soit ce soir, soit demain. En audio, je lis Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je sais pas sincèrement si je l'aurai fini avant la fin du mois. Mais c'est ok, c'est pas grave, je déborderai un petit peu sur le mois de juin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous viens clôturer ce vlog. Malheureusement, j'ai pas reçu les prochaines sorties, donc celles de aujourd'hui et de la semaine prochaine. Je les ai pas encore reçues, donc je vous les montrerai dès que je les aurai dans un prochain vlog. J'espère que vous avez aimé m'accompagner à la garden party. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment dans ce vlog avec moi. J'aime vraiment vlogger, c'est vraiment sympa. Après, effectivement, je trouve pas toujours le temps. C'est vrai que les journées n'ont pas assez d'heures. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la booster. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. J'en ai pas des masses, donc c'est pas très compliqué. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça permettrait à plus de monde de voir un petit peu ce que je fais. Et voilà, si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre le petit emoji avec la pile de livres. J'aime bien cet emoji là. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end puisqu'on est vendredi soir. Et je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour une vidéo posée, une vidéo à thème comme celle de la semaine dernière avec mes 12 livres pour 2026. Bon, là, je trouverai un autre thème, mais je pense que je vais faire voilà, une petite vidéo à thème. N'hésitez pas à me proposer des idées de futures vidéos qui pourraient vous intéresser. Toujours chouette de prendre des idées, surtout sachant que ça vient de vous, donc c'est quelque chose qui pourrait vous plaire potentiellement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye.